Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence de Scientilivre 2021 en ligne sur les cadres naturels de l'apparition de l'homme. On est ce soir avec Laurent Bruxelles et Marc Jarry. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Alors rapidement, une petite présentation de vous deux. Laurent, tu es docteur en géographie, géologue, géomorphologue et géoarchéologue. Ça fait pas mal de géo. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, donc géologue, j'explique pas, normalement ça devrait aller. Géomorphologue, tu travailles en fait à comprendre pourquoi les reliefs sont ce qu'ils sont aujourd'hui, si j'ai bien tout suivi. Et géoarchéologue, je ne connaissais pas, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, c'est de voir l'interaction justement entre les reliefs, les paysages et les peuplades qui y vivent. Exactement. Tu as beaucoup travaillé en fouille autour du monde, que ce soit des chantiers de fouilles classiques ou de l'archéologie préventive. Et à l'heure actuelle, tu es détaché au CNRS. Tu diriges plusieurs missions en Namibie, au Botswana, au Mozambique, à la recherche de morceaux de berceaux de l'humanité. Et c'est d'ailleurs d'une de ces missions dont nous allons parler, à la mission qui a commencé en 2015, qui s'appelle Human Origins in Namibia, et dont Marc fait également partie. Marc, tu es docteur en préhistoire, ingénieur chargé d'opérations et de recherche à l'INRAP, qui est l'Institut national des recherches archéologiques préventives à Toulouse. Tu travailles beaucoup sur des choses locales, puisque tu travailles beaucoup sur la grotte du Mas d'Asile en Ariège, pas très loin de chez nous, et sur notamment les dynamiques des peuplements au Paléolithique. Écoutez, messieurs, je vous donne la parole. À vous de nous emmener dans les berceaux des origines. Pour les spectateurs, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Elles seront retransmises à nos deux invités. Eh bien, messieurs, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Très heureux d'être là et de partager un peu avec vous ce qui constitue notre passion et une grande partie de l'objet de nos recherches depuis quelques années. Donc, je vous propose de faire un petit voyage à la fois dans le temps et dans l'espace. Alors, un voyage quand même de plusieurs millions d'années et de plusieurs milliers de kilomètres, puisqu'on va partir en Afrique et on va faire un petit tour de l'Afrique pour se concentrer notamment sur l'Afrique australe. Et nous allons voir un petit peu les cadres naturels de l'apparition de l'homme, du genre Homo, et on va aussi se poser quelques questions sur la notion de berceau de l'humanité, de l'origine un peu, d'où vient-on. Une chose est sûre, on vient d'Afrique, puisque à ce jour, 100% des fossiles d'hominines anciens, c'est-à-dire des ancêtres de l'homme, les australopithèques et les anciennes espèces humaines comme Homo habilis par exemple, sont en Afrique et on n'en connaît pas à l'extérieur, alors qu'on a beaucoup cherché dans des contextes très similaires. Donc aujourd'hui, on ne doute plus que l'origine de l'homme, c'est bien l'Afrique. Mais la question, c'est un petit peu où. Ça ne se trouve pas n'importe où. Vous voyez ici une carte, un petit dessin de l'Afrique. On voit notamment le grand rift est-africain ici, dans lequel il y a beaucoup de sites. C'est l'Afrique de l'Est. Effectivement, là, on a trouvé beaucoup de vestiges d'hominines anciens, bien datés en chronologie. Ça commence au-delà de 4 millions d'années, et puis ça va largement jusqu'au million d'années, et puis jusqu'à aujourd'hui, évidemment. Et là, on a une espèce de millefeuille géologique sur des centaines de mètres d'épaisseur, où on a des restes d'hominines anciens, donc d'australopithèques, de paranthropes, et puis d'homo anciens, de nos genres, qui sont plus ou moins superposés. Mais il y a une autre région, un peu moins connue, même si maintenant on en parle un petit peu plus, qui est l'Afrique australe, et notamment l'Afrique du Sud, où il y a les sites de Sterkfontein, par exemple, ici, tout près de Johannesburg, où, mine de rien, ça doit être petit en surface. Dans cette région-là, on a trouvé un tiers de tous les fossiles d'hominines anciens qui ont été découverts en Afrique. Alors, on est dans un contexte très différent. En Afrique de l'Est, c'est une espèce de grande déchirure de l'écorce terrestre dans lesquelles les restes d'hominines ont été piégés. Lorsqu'on est en Afrique australe, et notamment en Afrique du Sud, ce sont des grottes. Ce sont des grottes. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ces grottes sont un vide. La nature a horreur du vide. Elle les a remplies notamment de fossiles, de faune, mais aussi d'hommes. Alors, on va aller dans cette région d'Afrique du Sud parce qu'elle est importante, parce qu'on a besoin de comprendre lequel finalement de ces deux secteurs a donné naissance à notre genre, au genre Homo. Grosso modo, deux hypothèses ont été proposées. On viendrait plutôt d'Afrique de l'Est, donc de cette région du Rift, où apparaissent des australopithèques il y a 4 millions d'années, qui auraient donné naissance à un genre, les paranthropes, qui disparaissent, mais aussi à un autre genre, le genre Homo, le Nord, qui ensuite va peu à peu coloniser toute l'Afrique. Mais il y a aussi une autre hypothèse, c'est que
dont notre genre serait plutôt apparu en Afrique australe, donc avec des australopithèques autour de 3 millions d'années, qui auraient donné naissance au genre Paranthrope ici aussi, et au genre Homo, qui ensuite aurait occupé petit à petit toute l'Afrique. Mais tant qu'on n'a pas de chronologie précise, on a beaucoup de mal finalement à aller plus loin dans ce débat. Et le problème de l'Afrique du Sud, c'est justement que les fossiles étaient très très mal datés et que jusqu'à présent, on pensait qu'ils étaient beaucoup trop jeunes pour pouvoir valider cette hypothèse-là. Donc la question, c'est le berceau de l'humanité. Est-ce que c'est un lieu bien précis, Afrique de l'Est, Afrique australe, ou est-ce qu'on doit réfléchir à quelque chose d'un petit peu plus global? Et donc, eh bien, on va faire un petit tour près de Johannesburg, dans une zone que justement l'UNESCO a appelée le berceau de l'humanité, non pas parce que c'est cet endroit où on trouve les fossiles les plus anciens, mais parce que, je vous disais, elle est très très riche. Dans ce petit secteur qui fait 40 000 hectares environ, on a trouvé un tiers de tous les fossiles d'hominines anciens, ce qui est énorme, et ils sont tous piégés dans des grottes. Et là, vous voyez une succession de 4 sites qui sont parmi les sites les plus célèbres, qui ont livré chacun des milliers de vestiges. Et parmi ces vestiges, il en est un qui commence à être célèbre, qui est un australopithèque qui a été baptisé Littlefoot et qui a été retrouvé dans une grotte par Ronald Clark donc en Afrique du Sud. Et l'intérêt de ce fossile, c'est qu'il est complet à plus de 95%. Pour vous donner une idée, par exemple, Lucie, on n'a que 40% des ossements, ce qui est déjà beaucoup. Là, on est à 95%, il ne manque que les orteils. Et en plus, il était en connexion, c'est-à-dire qu'il était dans la position de mort lorsqu'il est tombé dans cette grotte. Le problème, c'est qu'on a un fossile qui était superbe, mais les datations étaient très divergentes. Les premières datations donnaient 4 millions d'années, puis des datations à 3,3, et puis la dernière datation a donné 2,2 millions d'années. Et assez paradoxalement, c'est celle-ci qui a été retenue et qui fait que pour tout le monde, pour tous les scientifiques, eh bien, finalement, l'Afrique du Sud avait des fossiles anciens, Littlefoot étant considéré comme un des plus anciens, mais malgré tout, trop jeune pour être dans la course à l'évolution. 2,2 millions d'années, ben, le genre Homo était déjà apparu en Afrique de l'Est, et donc finalement, l'Afrique du Sud était quelque chose d'un petit peu annexe. Alors, Ronald Clark, qui a découvert Littlefoot, lui, n'était pas tout à fait d'accord avec ces dates. En tout cas, il y avait un problème, c'est qu'il voyait que ce fossile avait une allure très, très ancienne, archaïque, on dit, mais que les dates, eh bien, à 2 millions d'années, n'étaient pas cohérentes. Et donc, il nous a demandé de refaire l'étude de ce secteur, de bien comprendre pour voir où est-ce qu'il y avait un problème. Et en géoarchéologie ou en géomorphologie, on ne reprend pas uniquement, si vous voulez, le nez dans la coupe en faisant tout de suite la datation, on prend en compte l'ensemble du contexte, c'est-à-dire d'abord l'histoire du paysage. Et vous voyez ici cette vallée. Et on a pu montrer notamment que cette vallée évolue de manière très, très lente. Elle se creuse d'1 mètre par million d'années. Donc, on a des paysages quasiment figés, et c'est pour ça d'ailleurs que les fossiles anciens ont été préservés. Ensuite, on a étudié la grotte qui est le réceptacle de ces fossiles. Et on a besoin de comprendre comment elle se forme, quelle est sa géométrie, pour savoir comment les fossiles sont arrivés dans cette grotte. Ensuite, on passe à la coupe. Ça, c'est une coupe de sédiments qu'il y a dans les grottes, et ça se lit un petit peu comme un millefeuille avec des couches superposées qu'il faut comprendre, qu'il faut interpréter, et qu'il faut essayer de dater. Et ensuite, eh bien, on se concentre cette fois-ci sur la région. Ça aussi, c'est une coupe de sédiments. Littlefoot était ici. Essayer de mieux comprendre pourquoi les datations n'ont pas marché. Et on s'est aperçu notamment que les géologues qui avaient fait la datation à 2,2 millions d'années s'étaient concentrés sur des planchers de calcite. Alors la calcite, vous savez, c'est ce qui se forme au pied des stalactites, donc les eaux qui amènent du carbonate de calcium et qui va ensuite faire des couches de calcite. Et on a pu montrer, et ça c'était en 2014, que finalement ces planchers de calcite étaient intrusifs. Ils étaient venus bien plus tard dans des vides autour de Littlefoot. Et donc évidemment, lorsqu'on datait ces planchers, on ne datait pas Littlefoot, mais on datait un événement qui arrivait bien après. Et on a dit à l'époque, bien Littlefoot, il doit avoir au moins 1 million d'années de plus parce que l'histoire géologique est relativement lente dans ces régions. Et sur ces entrefaits, une équipe américaine a repris toute la datation. Et cette fois-ci, eh bien, ils ont montré que oui, on avait bien raison, Littlefoot était vieux puisqu'il a été daté à 3,7 millions d'années. Et cette fois-ci, on est dans un timing cohérent, non seulement par rapport à Littlefoot qui est archaïque, mais aussi par rapport à l'histoire géologique de la région. Pour vous donner une idée, Littlefoot, finalement, a un âge qui est à 1 demi-million d'années plus vieux que Lucie. Donc, on montre finalement par cet exemple, et puis maintenant d'autres datations, que finalement les fossiles sud-africains
eh bien, ils sont aussi vieux que ceux d'Afrique australe. On a quasiment une histoire parallèle. Et donc là, ça devient intéressant. Si on commence à avoir une histoire parallèle, eh bien, revenons à notre carte de départ. On voit qu'on a ces deux berceaux d'humanité, l'Afrique de l'Est dans le Grand Rift et l'Afrique du Sud avec les grottes. Et dans les deux cas, on s'aperçoit que eh bien, ces fossiles ne sont pas là par hasard. C'est parce que le Grand Rift est-africain, cette déchirure, c'est un piège sédimentaire dans lequel les choses vont être piégées, mais aussi préservées. Et l'Afrique du Sud, elle aussi, c'est un piège, ce sont des grottes. Et donc, on peut se poser la question, si on ne retrouve des fossiles que dans des pièges, c'est peut-être normal qu'il n'y en ait pas ailleurs. Si on n'a pas ces pièges-là, évidemment, ils n'y sont plus. Il ne faut pas oublier qu'on parle de fossiles qui s'étendent sur des millions d'années et qu'ils ont largement eu le temps, évidemment, de se balader un petit peu partout, d'occuper les espaces, les différents cadres naturels. Et donc, finalement, cet exemple-là nous montre qu'il y a dû y en avoir partout. On ne peut pas expliquer qu'on a cette évolution parallèle à plus de 4000 km de distance sans qu'en fait, ils aient circulé dans tout ce secteur. Eh bien, notre enjeu aujourd'hui, c'est de dire, eh bien, allons chercher d'autres pièges. Alors, des pièges comme le Grand Rift, il n'y en a pas partout. Par contre, des pièges comme des grottes, ça, on sait les trouver. On sait qu'il faut chercher des roches bien particulières, des calcaires, des dolomies. Et puis, c'est notre spécialité. On est géomorphologue, on sait lire le paysage. Allons chercher d'autres massifs où il y aurait des grottes. Et si possible, un peu à l'écart, si vous voulez, de ce grand couloir, parce qu'il suffirait de trouver un seul morceau d'hominine ancien dans ce secteur-là pour valider l'idée que c'est bien toute l'Afrique qui est le berceau de l'humanité. Donc, eh bien, on a regardé la carte géologique d'Afrique et on a cherché eh bien, des secteurs où il y avait, par exemple, des calcaires pour qu'on puisse trouver des grottes. Et on a regardé dans ce coin-là. Et justement, en Namibie, on a des calcaires. Ce sont ici des zones qui sont un petit peu bleutées, là, ici. Donc, on voit que ces grands secteurs-là sont intéressants. Il doit y avoir des grottes. Ensuite, eh bien, on a cherché des régions qui avaient des paysages qui évoluaient aussi lentement que l'Afrique du Sud. Évidemment, si ça évolue trop vite, tout aura disparu. Donc là, cette fois-ci, on prend une carte des reliefs et une carte des cours d'eau. Et on voit que toute cette zone-là, il y a beaucoup de cours d'eau, c'est très incisé. Donc l'histoire géologique doit aller un peu trop vite. Et on s'est dit, ben, il faut plutôt travailler dans ces zones-là où les cours d'eau sont plus disparates et beaucoup moins incisés. Et lorsqu'on superpose la carte géologique et la carte topographique, eh bien, tout de suite, clairement, ces deux secteurs apparaissent comme des secteurs clés. Alors, celui-ci était un peu connu, il y avait déjà des choses qui avaient été trouvées, mais pas exactement ce que l'on voulait. Et celui-ci, qui s'appelle les Aa Hills, qui sont des collines vraiment loin de tout, n'avait jamais été vu, en tout cas pour leur partie namibienne. Et comme on aime aussi l'aventure, on a dit, bien, c'est dans ce secteur-là qu'il faut qu'on aille chercher. Et c'est ainsi qu'on a monté en 2015 la mission Human Origins en Namibia, dont la cible, c'était ces Aa Hills, en disant, partons à l'aventure, allons voir comment c'est sur le secteur. Il faut dire que lorsqu'on a mis en place la mission, nous n'étions jamais en Namibie et que là, on peut remercier le ministère des Affaires étrangères de nous avoir suivis et avoir eu confiance en nous autorisant à faire cette mission sans même que nous ayons encore mis les pieds, disons, sur le secteur. Donc maintenant, on peut passer à une petite vidéo. Vous allez avoir une vidéo qui concerne la deuxième grande mission dans le secteur et vous allez voir un petit peu à la fois le côté aventure mais aussi l'enjeu et le travail que ça représente sur le terrain. On a décidé de partir en Namibie, de chercher des grottes un peu dans le même contexte que Littlefoot pour aller chercher de nouveaux morceaux du berceau de l'humanité. Donc aller chercher des grottes, regarder les fossiles, regarder les brèches et voir si on trouve d'autres vestiges d'hominidés anciens. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit, your hands been tied and there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired. Grégory Dandurand, INRAP, Trace, géoarchéologue. Et je viens avec Laurent pour étudier un peu le contexte, pour trouver de nouvelles cavités dans
dans le prolongement du Botswana, ce qui avait été vu la dernière fois. Constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons where the skies they fill with diamonds. Ain't surprising that the love that you have lost is in your mind. We go, we'll take the highs and lows with a smile. We see forever free from here. Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd like to see. Laurent, on prenait quelques photos. Reçu. Pour la mission avril 2016. Donc on est retourné dans la colline du Léopard qu'on avait déjà entrevue, au pied de laquelle il y a un site MSI. Et là cette fois-ci on fait le tour complet, détaillé de tous les affleurements de calcaire pour trouver des grottes, mais aussi pour comprendre un peu l'histoire du paysage. Donc c'est la première, il y en a une autre au fond. Toutes les collines pour moi dans le plan ce sont les hills. Donc petit à petit il va falloir toutes les parcourir de la même façon. Donc il y a une quarantaine, cinquantaine de collines comme ça, à voir en détail. Autour de la colline, on a aussi repéré comme ça d'autres indices, alors plus ténus, 2-3 éclats par-ci par-là, c'est-à-dire tout autour de cette colline, et ce qui est le cas aussi sur une autre colline un peu plus loin à 500 mètres, qui a le même contexte de présence de roches. Visiblement, les hommes préhistoriques se sont assez intéressés à ces deux collines parce que les roches étaient plus intéressantes qu'à d'autres. Donc ils sont venus ici assez régulièrement, des indices tout autour de la colline. On peut considérer qu'ici c'est une forme d'atelier pour les hommes préhistoriques qui viennent chercher les matières premières disponibles, les débiter et sans doute emporter une partie avec eux. On peut évoquer le Middle Stone Age, une période de la préhistoire africaine qu'on va ici situer entre 400 000 et 50 000 ans. On est au Botswana et on vient d'arriver dans la région de Drotsky Cave. Voilà, donc on a consacré la journée à la visite des deux grottes. On est au fond d'une des grottes de Drotsky, dans une très grande salle, où il fait très chaud d'ailleurs à cause de la fermentation du guano. Et il y a des milliers et des milliers de chauves-souris partout, on les entend.
donc on est en train de regarder un peu le rôle qu'a pu jouer ce guano dans la forme des parois et dans la corrosion des concrétions. Il y a des exemples fabuleux. Et tout ça, ça va nous éclairer sur toutes nos grottes qu'on connaît partout dans le monde. Impressionnant. La première est intéressante puisque c'est une grotte dans laquelle il y a de la brèche. Pas forcément connue pour les fossiles qu'elle contient, mais en tout cas c'est tout le système et tout le principe de ce qu'on cherche, c'est-à-dire une grotte qui a été remplie par de la brèche, qui est recoupée par le versant. Et donc à la fois on a reconnu tout ça dans la grotte, mais en plus on est allé en surface, on a retrouvé la brèche à l'extérieur avec de l'os dedans. Donc ça veut dire que c'est exactement le schéma de ce qu'on doit trouver maintenant en Namibie. La seconde grotte, alors elle par contre on n'a pas vu de brèche, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Elle peut être sous la zone d'entrée effondrée. En revanche c'est un très grand réseau et qui est habité par des centaines de milliers de chauves-souris. Donc on s'est promené si on peut dire dans la galerie, mais surtout en faisant des observations assez originales. Puisque lorsque les chauves-souris vivent dans les grottes, eh bien, il y a les excréments, il y a l'urine sur les parois, et ça joue énormément dans la corrosion des parois. Et ça veut dire que par exemple dans ce genre de cavité habitée par les chauves-souris, il n'y a quasiment aucune chance de trouver du pariétal, puisque voilà, tout ça, toute cette biocorrosion a fait disparaître une grande partie des parois et on a perdu peut-être toutes les éventuelles œuvres pariétales qui pouvaient y être. On est en formation verticale pour la spéléo, pour descendre dans les trous. Et donc on s'entraîne dans un baobab. Voilà, très beau baobab. C'est le test. Voilà, c'est à ça que tout tient. Donc là, je vois un puits de 15 mètres vertical. Et ensuite, il y a une espèce de plan incliné. Et hop, un gros orifice tout le long. Et là, tout ça sous nos pieds, c'est complètement vide. Ce que je vois là. Wouh! Ceux qui vont descendre vous saluent. Oh, j'ai vu des œufs. Là, il y a encore une quinzaine de mètres, tu vois.
de faire le tour d'une grande colline qui est vraiment pile dans l'axe des grottes que nous avons vues au Botswana hier et avant-hier. Alors on voit bien qu'il y a des animaux, notamment les porcs-épics qui rentrent et qui sortent. Peut-être ont-ils accès à autre chose. Voilà. Nous en l'état pour l'instant on ne peut pas y rentrer, mais voilà. C'est le genre d'indice que de toute façon en spéléo on cherche pour trouver des grottes. Voilà. Contourner une colline et en revenant vers le gouffre, ben, il y a Gaël et toi Marc qui ont vu des lions qui s'en allaient assez paisiblement. Et donc voilà, donc on a décidé de s'arrêter là et de faire demi-tour, à la fois parce qu'on ne sait pas vraiment s'ils fuyaient ou s'ils allaient revenir, s'il y avait des petits, etc. Et qu'on est un peu loin de tout, donc c'est peut-être pas le moment d'insister. Bon, je vais prendre la parole. Je veux aussi saluer toutes les personnes qui nous regardent ce soir et vous dire aussi combien je suis heureux de pouvoir vous exposer cette mission avec Laurent. Donc voilà, vous venez de voir avec ce tout petit film, ce tout petit reportage, un aperçu de à quoi ressemble une mission Human Origin in Namibia. Alors ça, c'était le reportage de la deuxième mission. Donc en tout, il y a eu 6 missions, plus il y en avait une préparatoire très courte juste avant. Mais en fait, il y a eu 6 missions. Chaque mission dure à peu près 2 à 3 semaines. J'ai envie de dire, c'est jamais plus parce que c'est épuisant et c'est jamais plus parce que de toute façon, on les fait au pas de course. Voilà, je reviendrai pas sur les conditions d'accès. Bon, je pense que ce petit reportage vous montre bien les conditions de travail dans ce secteur. C'est éloigné de tout. La plupart du temps, on est en autonomie totale, c'est-à-dire qu'on peut dépendre que de nous, y compris pour l'eau, et notamment l'eau aussi pour se laver. Donc, on doit partir avec, je dirais, quasiment 1 tonne d'eau à chaque fois. Donc, on ne peut pas partir très longtemps. Je dis 1 tonne d'eau parce qu'en fait, on amène en général 400 litres d'eau pour nous, pour se laver, et à peu près autant pour boire. Voilà. Donc, sachant qu'on peut très bien se laver avec 2 litres d'eau chacun. Voilà, ça c'est un bon à recevoir. On se lave tous les soirs avec 2 litres d'eau. Voilà, malgré tout, voilà, autonomie totale, conditions très difficiles. C'est pas alors il y a aussi, vous avez vu quelques animaux. Voilà, c'est des conditions. Alors on n'est pas dans un parc national, mais il y a quand même des animaux. On a pu croiser. Vous allez voir, vous avez vu des lions. On a croisé régulièrement des éléphants, etc. Plein d'animaux. Donc, mais c'est pas le sujet de ce soir, bien que la nature soit le sujet de ce Scientilivre. Donc revenons donc à notre sujet. Laurent vous a dit pourquoi nous sommes en Afrique australe. Il vous a dit pourquoi nous sommes en Namibie. Et vous avez aussi pourquoi on a commencé dans le nord-est de la Namibie, dans ce massif collinaire des Aa Hills, voilà, qui se trouve être à cheval donc entre le Botswana et la Namibie, à la frontière, en plein pays San, dans une extension nord-ouest du désert du Kalahari, dans l'est de l'Okavango. Tous ces mots-là, vous les connaissez, ben voilà, c'est là. Ce sont des mots qui font rêver. Et je vais lancer un petit PowerPoint pour vous présenter un petit peu tout ça en images. Et comme ça permet un petit peu de faire la suite du reportage. Voilà, donc voilà la carte, voilà où se trouvent les Aa Hills
tout à fait au nord-est de la Namibie. Hein, l'Okavango se trouve ici, juste à l'est. Et voilà, la photo qui est en bandeau ici permet de bien voir à quoi ressemblent ces AA Hills dont Laurent vous a parlé. Vous voyez, les collines, elles ne sont pas très marquées. C'est une succession en fait, de collines très basses, très éloignées les unes des autres, avec entre les deux de grandes étendues de sable, des sables du Kalahari, qui sont ces sables rouges. Et donc, voilà, ces collines, c'est là qu'on a choisi de commencer. Et comme Laurent vous avait dit pourquoi, puis quelque part aussi, il faut bien commencer quelque part, et puis il faut être patient. La recherche ne se fait pas au hasard, elle est problématisée, mais il faut aussi donner sa chance avec une mission qui est justement ce que disait Laurent, le ministère des Affaires étrangères nous a donné notre chance sur une mission, sur un endroit qu'on ne connaissait pas. Donc voilà, on se retrouve donc dans ces collines, dans ces petites collines du nord-est de la Namibie, qui peuvent, on en reste persuadé, livrer des résultats inédits et de toute façon, qui, quoi qu'il arrive, livreront des résultats inédits puisque c'est la première fois qu'on y va en tant que géologue et archéologue. Voilà. Donc, il faut commencer quelque part. La prospective, c'est bien, mais là, j'ai mis cette image où on voit Laurent en train de regarder une brèche. C'est un terrain qui se fait le nez sur le sol. C'est un terrain qui se fait le nez dans les cailloux à rechercher chaque élément, chaque trace qui pourrait être le vestige d'une grotte. Voilà. Donc, une mission qui part en prospective. Il faut d'abord, on ne connaît pas grand-chose de la zone, il faut d'abord l'appréhender. Et donc, cette mission a rassemblé un certain nombre de spécialistes pour pouvoir embrasser tout ce qui pouvait nous renseigner sur le contexte général et qui, en cas de découverte, ces chercheurs pouvaient, en cas de découverte, concerner l'un ou l'autre et l'ensemble faisant une connaissance collective. Je vous présente rapidement l'équipe parce que c'est vraiment, et j'insiste, un travail d'équipe, surtout quand on est à l'autre bout du monde. Il faut avoir confiance les uns envers les autres, confiance scientifiquement, mais aussi confiance humainement. Au milieu de la photo, parce que je n'ai pas d'autres photos mieux. Au milieu de la photo, nous avons Dominique Stratford, qui est donc un collègue de l'université de Wits à Johannesburg, qui est géoarchéologue et responsable des fouilles de Sterkfontein, du site de Sterkfontein dont a parlé Laurent, d'où vient le fossile de Littlefoot. Laurent et moi, donc Laurent qui a été présenté, donc responsable de la mission, moi je fais office d'archéologue sur la mission. Nous avons aussi Grégory Dandurand, qui est un autre géoarchéologue, karstologue, c'est-à-dire spécialiste lui aussi des grottes, et qui est un géomorphologue lui aussi. Nous avons Francis Duranton, conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse, qui est paléontologue, on va dire généraliste, c'est-à-dire qu'il est capable, moi je suis incapable de reconnaître un nonos, hop, dès qu'on trouve un petit nonos, on se tourne vers lui. Par contre, quand il trouve un caillou, il se tourne vers moi, un caillou taillé parce que je suis l'archéologue préhistorien. Donc voilà, notre paléontologue. Amélie Baudet, qui est une paléoanthropologue, qui est post-doctorante à l'université de Wits, donc avec Dominique Stratford. Et donc, elle, donc, paléoanthropologue. Elle, j'espère qu'on aura besoin d'elle très, très vite sur le terrain, parce que ça voudra dire, et d'ailleurs, elle est déjà venue sur le terrain, mais pour l'instant, on n'a pas encore mis la main dessus, mais le jour où on pourra lui donner, moi, je rêve du moment où on pourra lui donner un caillou en lui disant, il y a un bout d'os qui sort, qu'est-ce que c'est? Et qu'elle nous réponde, oui, c'est un vestige d'Australopithèque. Ce sera son rôle, on va dire. Jean-Baptiste Fourvel du CNRS, lui, il est spécialiste pareil, c'est un paléoanthropologue, un paléontologue spécialiste des grands carnivores. Et enfin, vous reconnaîtrez la ressemblance, Stéphane Bruxelles, qui lui est aussi géologue, c'est de famille, mais qui est plutôt hydrokarstologue, hydrogéologue et spécialiste des cheminements de l'eau dans le sol. Alors même si on est dans le désert du Kalahari, ça paraît pas, mais il y a sous nos pieds, là où on se trouve là-bas, parmi les plus grands lacs souterrains du monde, on est même allé en visiter certains. Donc voilà une belle équipe. Vous avez vu dans le reportage que la prospection, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. Le désert du Kalahari où nous nous trouvons, là, dans les AA Hills, il n'y a qu'un seul endroit, qu'un seul moyen pour y accéder, c'est la grande saignée qui représente la frontière. Il y a une barrière qui fait toute la frontière, qui est toute droite sur 1 millier de kilomètres, et le long de cette frontière, il y a une piste. Il y a une piste, et cette piste est le seul moyen pour pénétrer dans ces AA Hills, le reste se faisant à pied. Donc, ça veut dire beaucoup de kilomètres à pied, avec sans cesse le nez sur le GPS, parce qu'une colline ressemble à une autre, il faut s'y retrouver. Donc,
vous l'aurez deviné, on se trouve là, vous voyez, cette petite colline qu'on voit derrière, c'est ce genre de colline qu'on prospecte systématiquement depuis maintenant 6 missions, donc depuis 2015. Malheureusement, la dernière mission a eu lieu déjà en 2019, depuis le confinement nous a confinés, et on attend impatiemment de pouvoir repartir dans nos chères collines. Et donc, les prospections se font systématiquement, colline par colline. Et donc là, c'est là qu'on se dit quand même que qu'est-ce qu'il faut qu'on recherche? Il faut qu'on recherche un bout de nonos qui doit faire, pour ce qui est de l'indice, 3 cm maximum, mettons une dent d'Australopithèque, dans un secteur gigantesque, avec un couvert végétal quand même assez important. C'est un petit peu l'aiguille dans une botte de foin. C'est un peu la botte de foin dans une grange, et puis on ne sait même pas dans quelle grange. Donc, on se retrouve là dans quelque chose d'assez immense. Donc, vraiment notre travail depuis 5 ans a été certes de chercher, parce qu'en fait, il faut qu'on cherche quoi? Il faut qu'on cherche d'abord une grotte, que dans cette grotte, il faut qu'on ait une brèche. La brèche, c'est cette espèce de béton naturel qui permet de conserver les ossements, comme on a vu avec Littlefoot tout à l'heure avec Laurent. Donc, il faut qu'on trouve cette brèche. Dans cette brèche, il faut qu'il y ait de la faune, ce qui n'est pas gagné. Et dans cette faune, il faut qu'elle soit de la bonne période. Ce n'est pas gagné non plus, puisque dans la période considérée, on le sait par rapport au site qu'on connaît, une chance sur 1000 de trouver un os d'hominidé. Donc, quand je vous parlais de l'aiguille dans la botte de foin, là, c'est vraiment l'aiguille dans la grange, et puis on ne sait même pas dans quel village. Donc, il faut commencer par un long travail de reconnaissance, et c'est ce qui a été fait depuis 2015, depuis maintenant 6 ans, avec notamment un travail de prospection. Vous voyez cette fameuse frontière dont je parlais, là, sur l'image en haut à droite, où on voit ce long fil barbelé qui longe la frontière. C'est notre seul accès. Et vous voyez à gauche cette carte. Chaque colline étant marquée par un point orange ou bleu, et il faut les faire toutes systématiquement. Donc, voici notre étable avec les bottes de foin. Voilà. Et donc, là, c'est la recherche de grottes, où on cherche des indices de grottes, en attendant d'avoir les autres. Et en même temps, il y a eu un très gros travail de fait sur la recherche des contextes généraux. Ce que disait Laurent, il ne faut pas qu'on soit, comme je disais au début, il faut qu'on soit le nez dans le caillou, mais il faut aussi savoir, surtout quand on est géologue, géographe, comme les Laurent, s'éloigner. Et donc, on a visité toutes les grottes qui étaient connues dans le secteur. En haut, par exemple, c'est en Namibie, plus à l'est. En bas, c'est au Botswana. Et donc, je parlais des grands lacs souterrains. Voici donc le deuxième plus grand lac souterrain au monde qui se trouve en Namibie, dans le secteur où nous sommes, que nous avons pu visiter. Voilà. Donc ça, ce n'est pas du tourisme, c'est juste d'essayer de comprendre comment une grotte pourrait se constituer dans le secteur que nous, on étudie, ce qui nous permettra de comprendre comment les trouver. Voilà. Donc, il y a un gros travail sur le fond. Donc, on a un territoire immense qu'on prospecte de manière systématique. On a un contexte qu'on commence maintenant de mieux en mieux à connaître. Alors, on n'est pas aussi content de ce qu'on aurait pu quand on est parti par rapport aux Hills, mais on a commencé à regarder un petit peu plus à l'est et un peu plus à l'ouest. Alors, un peu plus à l'est, c'est côté Botswana. Il y a des choses qui semblent pas mal. Un peu plus à l'ouest, on a aussi ce qu'on appelle la région des montagnes d'Otavi, où il y a des sites qui sont connus, mais qui nous servent donc du coup de référence pour essayer de mieux caler tout ça. Voilà. Ça pour vous dire que, pour l'instant, on n'est pas venu vous dire qu'on avait trouvé des restes d'hominidés en Namibie, mais ce grand contexte du nord-est de la Namibie est quand même un endroit qui nous semble de plus en plus très porteur. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas trouvé l'aiguille dans la botte de foin, mais on sait peut-être maintenant dans quelle grange elle se trouve. Tout à l'heure, je vous disais qu'on ne savait pas encore dans quelle grange elle était. Là, on sait peut-être dans quelle grange elle se trouve. Il nous reste maintenant à trouver la meule, puis l'aiguille. Voilà. J'ai une attaque d'Australopithèque. Pardon, c'est dimanche soir. Donc voilà, donc nous avons mené nos recherches dans les Hills avec toute l'équipe. Nous l'avons un petit peu déporté vers l'ouest, vers la région d'Otavi, dont on voit ici une photo de panoramique. Nous allons nous déporter maintenant aussi vers l'est, vers la région du Botswana. C'est quelque chose qui sent très très bon, d'autant plus que quand on prospecte, on ne prospecte pas aussi que pour trouver des australopithèques, on trouve aussi de l'archéologie. Là, ce sont des exemples de sites archéologiques que nous avons pu détecter en prospectant dans les collines, qui sont des zones donc totalement inédites au point de vue de la prospection archéologique. Et là, ce sont des exemples de sites LSA dans Late Stone Age et MSA, donc des sites qui peuvent remonter à 80, 90 000 ans, ou LSA, qui sont des sites qui remontent plutôt à 20, 30 000 ans. Voilà, donc l'information, on la trouve quand même. Et donc, ça, c'est le côté archéologique. D'un point de vue paléontologique, on a quand même découvert des sites inédits où on a de la faune,
Là, c'est quelques exemples, là où Laurent montre du doigt sur cette photo. Voilà, on a quelques éléments avec des vestiges. Donc, on commence à avoir des brèches qui sont pour l'instant pas de la bonne date, qui sont pas. Vous voyez ce que je vous disais, la meule, on commence à se rapprocher de la meule de foin qui contient peut-être l'aiguille. Voilà, donc ça sent très bon. Et la carte qui est derrière commence à se remplir d'éléments, d'informations qui demain vont nous permettre de pister la bonne meule pour trouver la bonne aiguille. Voilà. C'est une aventure qui doit-elle continuer? C'est une aventure qui nous tarde de continuer. Je vous ai dit, on sent que ça sent bon. On se rapproche de la meule de foin. Il ne nous reste plus qu'à trouver l'aiguille. Mais en tout cas, depuis 6 ans maintenant, on accumule beaucoup de données. De toute façon, ces données, ce pas des données qui sont perdues parce que de toute façon, ce sont des données qui renseignent un secteur géographique quasiment pas renseigné scientifiquement quant à la karstologie, quant à la géologie et quant à l'archéologie. Donc, quoi qu'il arrive, on n'y est pas allé pour rien. Et pour ce qui est de l'objectif de la mission, on est de plus en plus sûr qu'on trouvera. Voilà. Rendez-vous très bientôt, on l'espère, dès qu'on pourra monter dans l'avion pour aller en Namibie et au Botswana. Et promis, dès qu'on trouve quelque chose, vous serez les premiers à le savoir. Allez, moi j'accepte, si on est les premiers. Et justement, tu parlais de repartir. Est-ce que vous avez déjà une date ou est-ce que pour l'instant c'est encore trop flou? Non. On a des dates, effectivement, et mais ça fait plusieurs fois que ce sont des dates qu'on repousse. Ouais, On est à chaque fois un petit peu optimiste en se disant on va pouvoir partir dans 4-5 mois et systématiquement on est obligé de repousser. En ce qui concerne la Namibie, ce sera plutôt en fin d'année 2021. D'accord. Mais voilà, mais il y a d'autres missions. Voilà, pour être sûr, cette fois-ci, on dit fin d'année 2021. Oui. Alors, il y a eu plusieurs questions dans le chat. On peut commencer par celle de Julien. Pourquoi les premiers genres humains, les genres Homo, proviennent plutôt d'Afrique? Est-ce que c'est dû à des conditions climatiques favorables, à des richesses alimentaires, à une sécurité qu'il y avait à l'époque? C'est vrai que c'est une excellente question que je me pose moi aussi depuis longtemps. Oui, ben, tout le monde se pose cette question et qui n'est pas simple, évidemment. En fait, là, il faut des paléontologues ou des paléontologues qui peuvent vous répondre, mais ce sont des questions d'évolution. L'Afrique, l'avantage, c'est qu'elle traverse un petit peu toutes les zones bioclimatiques et notamment des zones très arides. Et vous savez qu'au cours des temps géologiques, il y a eu des variations climatiques qui finalement ont mis sous pression les organismes et les ont obligés à évoluer. Donc, et puis ensuite, la nature a sélectionné. Donc voilà, c'est le triptyque pression, variation, sélection. Et l'Afrique, où il y avait déjà les primates, toute une gamme de primates sur place, ont en plus subi toutes ces variations. Et de tout ça, il en est sorti le genre Homo. Ça aurait pu être ailleurs, mais effectivement, c'est quand même en Afrique qu'on a eu une telle, si vous voulez, disparité des climats et une telle pression sur les organismes. C'est une des hypothèses dont on m'a parlé. Et c'est vrai que ces premiers petits singes qui auraient pu être des clients pour être notre ancêtre, il en existe en Europe à cette époque-là. Depuis très longtemps, il existe des petits singes un petit peu partout. Certains même, il en existe en Espagne, par exemple, un de ces petits singes, il en existe en France. Il y a quelques Espagnols qui auraient tendance à dire oui, l'origine de l'homme aurait pu venir de là. Voilà, mais c'est quelque chose qui reste. Il y a encore une attaque d'Australopithèque, je suis désolé. Il y a quand même moins de preuves que. Voilà. Chez toi, en fait. Voilà, oui, non, mais voilà, ce que je veux dire, c'est effectivement ce que dit Laurent, plus il y a de chances d'avoir d'espèces différentes, plus il y a de chances d'en avoir une qui va correspondre à ce qu'il faut pour se résister au changement. Une qui sera mieux adaptée que les autres. C'est toujours le grand refrain des biologistes. Voilà. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Mais après, bon, ça reste quand même une question. Et les Chinois aimeraient bien que ce soit chez eux. Oui, on aimerait tous que ça soit chez nous, mais voilà. Donc, on a quand même des pistes de réflexion, mais on n'a pas encore de réponse complète, on va dire. Alors, moi, il y a une question que je me posais. Vous parliez tout à l'heure des squelettes avec Littlefoot, Lucie. Est-ce qu'en moyenne, vous retrouvez combien de pourcents d'un squelette? Est-ce que c'est vraiment complètement aléatoire? Est-ce que les conditions de conservation font qu'en général, on retrouve plutôt, je ne sais pas, 10, 20, 30? Non. La plupart du temps, c'est un morceau d'os à part. Ah oui. Voilà. Et il faut savoir que Littlefoot, c'est vraiment l'exception. Et Lucie aussi. Littlefoot, il tombe dans une grotte. Plus aucun animal ne peut l'atteindre. Donc, aucun carnassier ne va venir ensuite, si vous voulez, peu à peu décomposer le squelette, etc. Et c'est pour ça qu'il reste comme ça. N'importe quel corps qui est en surface, et les Australopithèques, il faut imaginer qu'ils étaient aussi chassés par les carnivores. Et si on les retrouve dans les grottes, c'est souvent parce que c'était aussi des tanières de carnivores. Donc, ils étaient chassés, ramenés, consommés.
puis les autres animaux les consommaient, et donc finalement, on n'a que des petits bouts d'os. Et il était impossible de rassembler, de dire, tiens, ça c'est le même. Donc il y a quelques squelettes à Sterkfontein où on a encore, par exemple, un bout de colonne vertébrale, quelques membres, parce que bien, des cuissots entiers, si vous voulez, sont tombés dans la grotte. Mais sinon, la plupart du temps, c'est au mieux un os, sinon un bout d'os. C'est vrai que Littlefoot, c'est un miracle. C'est extraordinaire. Il a été, en fait, le principe, c'est en fait, il a été momifié dans la grotte, Ah, oui. ce qui fait qu'il a été conservé, ce qu'on dit, comme on dit nous, en connexion anatomique, où effectivement, c'est surprenant de voir la main de Littlefoot, où en fait, on a toutes les os du poignet qui sont dans cette position-là conservés. C'est-à-dire que les os sont, c'est ce qu'on a, voilà, en connexion anatomique, c'est ce qu'on dit. Et donc 95%, il manque, oui, quelques orteils. Et ça, c'est rarissime en général. Même en Europe, quand on trouve un squelette de Néandertalien ou de Sapiens, il arrive qu'on en trouve en connexion anatomique. Dans ce cas-là, ce sont souvent des sépultures. Mais le reste du temps, quand il n'y a pas une sépulture, c'est-à-dire qu'on n'a pas enterré quelque chose en entier et que ça ne bouge plus, le reste du temps, ça part. Imaginez l'os de poulet que vous avez jeté dans la poubelle. Il y a peu de chances pour qu'on les retrouve les uns à côté des autres. Et justement, quelqu'un demandait pour les recherches, est-ce que la technologie 3D, l'imagerie, maintenant les drones ou choses comme ça, peuvent aider dans vos recherches? On a des drones là, et on a même des drones qui nous aident à trouver, par exemple, les grottes. Donc, le drone va nous donner une imagerie déjà des zones que l'on va vouloir prospecter et peut-être détecter des entrées, les voir visuellement. Mais il faut savoir aussi que la température d'une grotte, on le sait, elle est très stable par rapport à la variation saisonnière à l'extérieur. Et donc, par exemple, l'hiver, lorsqu'il fait froid, Marc disait que parfois il faisait 4 degrés dans les grottes, à l'extérieur, pardon, lorsqu'on était en mission. L'air des grottes, lui, est à 17-18 degrés. Et donc, il s'exhale cet air chaud des grottes. Et lorsqu'on met, par exemple, des caméras thermiques, des caméras infrarouges sur des drones, eh bien, on va détecter comme ça ces entrées. Donc, il y a plein de moyens, effectivement, et c'est un appui maintenant très important de faire des travaux. Et il y a notamment un doctorant, Bastien Chadel, qui fait actuellement sa thèse pour nous aider à détecter à l'avance justement les meilleures zones et les endroits où il y aura des entrées. Donc, voilà, il faut être sur place, mais il faut aussi bien préparer avec ce genre d'outils. D'accord. On ne part pas au hasard, même si on part en prospective. Alors, je pense qu'on va faire, c'est la dernière question, puisqu'il est déjà 8h, presque moins 10. Question de quelqu'un qui se demandait comment vous travaillez avec les chercheurs locaux et avec le ministère sur place. Et moi, j'ai envie d'étendre un peu la question, si on a le temps. Est-ce qu'il y a d'autres, j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui recherchent la même chose que vous. Comment vous travaillez avec ces gens-là? C'est vrai que bon, j'ai présenté dans l'équipe notre collègue Dominique Stratford, donc qui est l'université de Sterkfontein. Il se trouve qu'en Namibie, il n'y a pas beaucoup d'archéologues. Mais les quelques archéologues qu'on connaît ne travaillent pas sur ces sujets-là, donc c'est ça qui ne participent pas avec nous à la mission, mais c'est en étroite relation et bien sûr autorisé par le Cultural Council, je crois. Le nom culturel, oui, c'est ça, le Cultural Council. Voilà, c'est en relation avec eux. Il se trouve qu'il n'y a pas de collaboration directe parce que leur sujet n'est pas le même que le nôtre. Voilà, des personnes qui travaillent plutôt sur les MSA, sur l'art pariétal, etc. Ce n'est pas notre sujet. Côté Botswana, ces relations sont beaucoup plus serrées. Ils sont beaucoup plus participants et participatifs. Et là, on attend vite de repartir en mission justement en premier lieu par le Botswana et ils feront partie de l'équipe. Voilà, donc il y a une volonté d'intégration. Alors, ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut trouver les envies, les volontés. Et je vais laisser parler Laurent pour ce qui est de nos collègues, entre guillemets, concurrents, parce que oui, c'est une recherche qui est très concurrentielle, je pense. Non, mais avant, je dirais que de toute façon, notre mission, c'est de trouver effectivement des sites avec des fossiles, mais notre mission, c'est aussi de partager ça, le partager avec vous et le partager aussi avec les pays dans lesquels on travaille. Et il y a systématiquement un aller-retour, que ce soit des conférences, des formations d'étudiants et des partages de connaissances. Donc, ce n'est jamais unilatéral, au contraire, et plus on partage, nous, et plus on est content, ça fait partie un peu de nos motivations premières. Les concurrences, il y en a un petit peu en Afrique du Sud, où il y a beaucoup d'équipes qui travaillent parce qu'il y a beaucoup de sites. En Namibie, je dirais qu'il n'y a presque personne, et au Botswana non plus. Donc, on a encore un champ, puis vous imaginez, on travaille à l'échelle de pays qui font 1,5 fois la France. On peut être plusieurs à travailler, il n'y a pas de souci. Voilà, il y a tellement de granges à explorer, c'est pas grave. Voilà. Le problème, c'est que là, on est partagé. Voilà, puis il n'y a pas beaucoup de monde pour chercher des aiguilles dans des bottes de foin, alors qu'il est facile d'aller à la grange de Sterkfontein ou à la grange du Kenya pour trouver les choses. Ça sera le mot de la fin. Merci pour votre conférence.
Merci. Ceux que ça intéresse, vous avez tout de suite à 20h une conférence sur les insectes détritivores avec Michel Sauvin, et il y reste encore, le festival ne termine pas ce soir, hein. C'est la magie du live. Il y aura aussi des conférences demain, lundi, mardi et mercredi pour la dernière. N'hésitez pas à le regarder. Bonne soirée à tout le monde. Merci messieurs et à bientôt. Merci. Au Merci à revoir. vous de votre invitation. Au revoir. Avec plaisir.